Olivier Paccaud, vous êtes sénateur LR de l'Oise. Avant de développer les titres de l'actualité, on va regarder les unes de la presse régionale et la dépêche. Nouvelle montée de fièvre agricole. Les syndicats, on l'a vu dans le journal, qui appellent à manifester alors que l'Assemblée nationale examine aujourd'hui la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. La deuxième une, celle de l'Est républicain, vers la fin des zones à faible émission. C'est la question menacée par un amendement parlementaire. Les ZFE pourraient devenir facultatifs dans la plupart des grandes villes. Un recul critiqué par les associations environnementales et surveillé par Bruxelles. Et puis la dernière une, c'est celle du journal de Saône-et-Loire et c'est Sébastien Martin qui prive le RN d'un siège de député. Le candidat qui siégera au LR l'a emporté hier dans une législative partielle face au candidat RN qui détenait jusque-là la circonscription. De quelle une avez-vous envie de parler ? Les trois sont très intéressantes. On va parler tout à l'heure des agriculteurs, donc je ne vais pas la choisir. Les zones à faible émission, c'est intéressant aussi, mais je vais choisir la victoire de Sébastien Martin, qui prive le RN d'un siège de député, mais qui surtout marque un retour affirmé d'une droite fier et sincère, solide dans ses convictions. Et vous connaissez le dicton, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais là, depuis un certain nombre de mois, c'est une escadrille d'hirondelles qui réaffirme effectivement que les LR sont loin d'être morts, ils sont même plutôt en renaissance, et je m'en félicite. Sébastien Martin, il vient pas de nulle part. C'est un homme qui a effectivement un parcours solide. C'est un élu local enraciné et il va faire du bien à l'Assemblée. Oui. Et on va revenir sur les LR et notamment sur ce qu'a dit Gabriel Attal dans quelques instants. Mais d'abord, vous l'avez dit, l'actualité, c'est cette nouvelle mobilisation des agriculteurs aujourd'hui. Vous pensez qu'elle va prendre de l'ampleur ? Elle peut. Elle peut. Alors, dans mon département de l'Oise, ils sont mobilisés depuis plusieurs jours. Ils avaient bloqué l'autoroute A16 en fin de semaine dernière. Et effectivement, s'ils sont mécontents, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être menés en bateau. Ils se souviennent bien, vous parlez de Gabriel Attal, ils se souviennent bien de ce fringant Premier ministre sur sa botte de paille. Début 2024, qui, au cœur d'une période de tension agricole, avait affirmé, effectivement, prendre en compte les problèmes agricoles, simplification, hausse des revenus, et on devait prendre des mesures. Elles sont toujours pas prises. Mais pourquoi ? Parce que là, on a l'impression que c'est une situation sans fin, la colère agricole. Pourquoi on n'arrive pas à répondre à leurs préoccupations ? Alors, là, il y a le cas pratique de la loi du plomb, qui... Laurent Duplon, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais c'est un excellent sénateur, agriculteur, qui donc a rédigé, notamment avec Franck Menonville, un texte de loi qui répond à beaucoup de problématiques, qui a été voté au Sénat en début d'année, qui arrive à l'Assemblée et qui semble vouloir être détricoté, notamment par la gauche et surtout par les écologistes qui ont déposé un nombre d'amendements qui s'apparentent à de l'obstruction. Le droit d'amendement, c'est essentiel, mais quand on dépose pas loin de 3000 amendements pour bloquer un texte, ça ne peut que mécontenter les agriculteurs qui, par exemple, pour le stockage de l'eau, par exemple, pour la réintroduction de certains produits phytosanitaires qui existent dans toute l'Europe, pour effectivement des questions de souveraineté alimentaire, ne comprennent pas la position de certains agriculteurs, de certains députés, et qui manifestent leur mécontentement. Donc la motion de rejet, c'est-à-dire que le texte serait rejeté et qu'il arriverait directement au CMP, réunion de députés-sénateurs, ça vous paraît la bonne méthode ? À regret, oui. À regret, oui, parce que si on rentre dans un cycle hebdomadaire là, de tension à l'Assemblée nationale, je pense que les agriculteurs ne vont pas voir retomber leur colère. Et éviter le débat à l'Assemblée, ça peut permettre de faire retomber la colère ? Écoutez, moi je suis toujours plutôt pour le débat, mais j'ai l'impression qu'il est tronqué. On a, prenons le cas des réserves d'eau, puisqu'on a eu la problématique des super bassines. Eh bien, on a besoin, nos agriculteurs ont besoin, alors qu'une sécheresse s'annonce, on a besoin de réserves d'eau. Veut-on que l'eau aille à la mer tout de suite ? Ils demandent simplement à faire des réserves d'eau. Ces écologistes n'en veulent pas. Les produits phytosanitaires, ils sont en place non pas ailleurs en Europe, partout en Europe. Sur les 27 autres pays de l'Union, dans 26, ils sont en place. Il n'y a que chez nous qu'ils ne sont plus en place. La loi du plomb permet de les réintroduire. Ça me semble du bon sens. Les agriculteurs connaissent... Mais est-ce que c'est pas aussi du bon sens que disent les écologistes, à savoir que tout ça, c'est du recul environnemental ?
Je ne le pense pas, parce qu'à ce moment-là, donc, seuls les écologistes français détiendraient la vérité absolue. Ça veut dire que tous les agriculteurs d'Europe sont des crétins, des débiles. Honnêtement, nos agriculteurs, ce sont les premiers écologistes. Nos agriculteurs, ils connaissent parfaitement la nature. Ils ne vont pas détruire ce qui les fait vivre. Soyons vraiment conscients. À l'époque où on dit qu'il faut préserver notre souveraineté, notre indépendance, que l'agriculture est une arme alimentaire. Nos agriculteurs nous nourrissent, nos éleveurs nous nourrissent. Aujourd'hui, nous importons presque la moitié de ce qu'on mange alors qu'on pourrait le fabriquer en France. On marche sur la tête. L'autre mobilisation, on l'a vu là aussi dans le journal, c'est celle des taxis suite à une nouvelle convention de l'assurance maladie sur le transport sanitaire. On l'a entendu, François Bayrou les a reçus samedi après-midi. Il a dit comprendre leur colère et retravailler la convention dès demain. Il a raison. Il a raison de les recevoir. Il faut toujours recevoir des gens mécontents. Et de dire qu'il va retravailler la convention alors que Sophie Primas avait dit qu'il n'y aurait pas de recul du gouvernement? Alors, c'est le début, on en parlait, c'est le début du débat budgétaire. On va devoir faire des économies un peu partout. Et le but de cette nouvelle convention, cette nouvelle tarification des transports sanitaires par les taxis, devrait permettre de faire quelques économies. Il faut quand même savoir que depuis 2019, il y a eu un bond de près de 45% des dépenses à ce niveau. Donc, il faut certainement reprendre le dialogue, mais il me semble que François Bayrou a donné deux préalables. Un, il faut que la nouvelle tarification entre en vigueur au 1er octobre, et deux, qu'elle permette quand même quelques économies. Alors, à mon avis, on va trouver un terrain d'entente, mais il y aura certainement un peu moins d'économies que ce qui était prévu. Je pense que c'est ce qui va se passer. Économie dans le budget de la sécurité sociale. Et on va voir ce que disait hier Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Pour lui, le déficit de la Sécu, il est artificiel. Le déficit de la sécurité sociale a été créé artificiellement en France, puisqu'il y a eu des exonérations de cotisations sociales qui n'ont pas été compensées. À combien vous chiffrez le déficit de la sécurité sociale aujourd'hui? À 15 milliards. Voilà. À combien s'élèvent aujourd'hui les exonérations de cotisations sociales qui n'ont pas été compensées? 19 milliards. Donc vous pouvez reprendre les calculs. Faites le calcul. Donc ce déficit, il a été créé artificiellement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que chez les Insoumis, tout est artificiel. La dette est artificielle, tout est artificiel. Pourquoi il y a eu des exonérations de cotisations sociales ou patronales? Pour la compétitivité de nos entreprises. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde globalisé. À partir du moment où, et les Insoumis sont les premiers à le vouloir, il y a plus de frontières ou de moins en moins de protection nationale ou européenne, il faut donner à notre économie, à nos acteurs économiques, des armes pour faire face. Et les exonérations en faisaient partie. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. On va passer à une autre actualité, celle que vous suivez particulièrement ici au Sénat, ce sont les questions liées à l'école. La semaine dernière, la Cour des comptes a publié un rapport alarmant sur le niveau des élèves à l'école primaire. Alors, pour y remédier, elle appelle notamment à revoir les rythmes scolaires. Que contient ce rapport? On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. Bonjour Alex. Et Alex, la Cour des comptes a publié donc la semaine dernière un rapport très critique sur l'école primaire en France. Oui, un rapport inquiétant d'abord sur le niveau des élèves français. Si on regarde les évaluations du niveau scolaire en CM1 à réaliser dans une vingtaine de pays de l'Union européenne, eh bien les élèves français arrivent derniers en mathématiques et avant-derniers dans la maîtrise de leur langue natale, en l'occurrence le français. Un rapport qui souligne aussi que les inégalités de niveau entre les élèves en France s'aggravent en fonction du milieu social. L'écart de réussite entre des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers a augmenté et s'élève à 30%. Des inégalités qui augmentent malgré le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers populaires, dans les zones prioritaires. Un dédoublement mis en place sous Emmanuel Macron depuis 2017. Et la Cour des comptes qui donc pointe du doigt ces mauvais résultats de l'école primaire, malgré le budget qui est consacré chaque année à l'enseignement primaire, 52 milliards d'euros, soit 2% de la richesse nationale. Un budget en hausse, alors que le nombre des élèves est en forte baisse. Et ce rapport, il est également critique sur les rythmes scolaires.
Et oui, on le rappelle, depuis 2017, les communes peuvent choisir entre la semaine de 4 jours et la semaine de 4 jours et demi. Et dans les faits, 85% des communes françaises ont choisi la semaine de 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pas d'école le mercredi matin ou le samedi matin. Et la Cour des comptes rappelle que des études scientifiques ont montré, je cite, le rôle néfaste de la semaine de 4 jours sur la vigilance et les performances des enfants les 2 premiers jours de la semaine liés à une désynchronisation à cause d'un week-end prolongé. Les rythmes scolaires qui, de toute façon, vont revenir dans les prochaines semaines dans le débat public, puisqu'on le rappelle, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place dès le 20 juin prochain d'une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, avec donc une réflexion sur le temps scolaire. Et que préconise la Cour des comptes ? Eh bien, les sages de la rue Cambon proposent de donner d'abord un vrai statut au directeur d'école pour qu'il ait davantage de moyens d'action sur le plan pédagogique, budgétaire et au niveau des ressources humaines. Pour redonner plus d'attractivité au métier de professeur des écoles, la Cour des comptes estime qu'il faut donner plus de mobilité géographique aux instituteurs. Et enfin, face à la baisse continue chaque année du nombre d'élèves pour des raisons démographiques, eh bien, ce rapport préconise davantage d'écoles regroupées, quitte à en supprimer dans certains villages. Olivier Pacot, d'abord, sur le niveau des élèves français actuellement dans l'enseignement primaire. Comment expliquer ce très faible niveau ? Alors, que le niveau soit faible, on n'a pas attendu la Cour des comptes pour le savoir. Maintenant, il faudrait toute une émission spécifique sur les problématiques pédagogiques. Mais moi, contrairement à la Cour des comptes, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans le constat, on peut revenir sur certains points, mais sur les remèdes, je ne pense pas que le changement de statut du directeur d'école, que les problématiques liées, par exemple, aux écoles isolées, eux, ils veulent donc que de grosses écoles. C'est très facile en théorie, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis sur le fond, le vrai problème, à mon avis, il n'est pas du tout lié au rythme scolaire. Ça se saurait si la semaine de 4 jours était quelque chose de catastrophique. La baisse du niveau, elle n'est pas liée à la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, les problèmes de l'école, c'est quoi ? C'est des problèmes d'abord d'attractivité du métier de professeur, pas seulement dans le primaire. Parce que les professeurs sont pas assez payés, même s'il y a eu des efforts. C'est des problèmes de niveau, ça a été dit, on va en venir pourquoi. C'est des problèmes de violence, c'est des problèmes d'irrespect des professeurs, c'est des problèmes de harcèlement. Bon. Que prône la Cour des comptes ? Il y a un mot que vous n'avez pas du tout dit et qui, moi, m'a profondément choqué dans le rapport. Pour eux, il faut qu'il y ait un meilleur bien-être des élèves. Textuellement, c'est ce qu'il y a. Bon. Et ce mot vous choque ? Pardon ? Le mot bien-être des élèves, ça vous choque ? Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas actuellement. Bon, moi, il y a 12 millions d'élèves en France, j'ai pas l'impression qu'ils soient si maltraités que ça. Je pense que le vrai problème, c'est qu'au lieu de mettre au centre de l'école le bien-être de l'élève, il faut mettre la transmission du savoir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On veut, depuis des années, évacuer certaines contraintes pédagogiques. À l'école, on est là pour apprendre. Apprendre, ça passe parfois par des efforts. Par exemple, le par cœur. Par cœur, apprendre des tables de multiplication par cœur, des fables par cœur, des récitations par cœur. C'est peut-être des vieilles méthodes, mais elles marchaient. Aujourd'hui, on veut tout faire par le jeu, par le bien-être. Les résultats, c'est qu'on est les derniers ou les avant-derniers partout. Donc pour vous, c'est la conséquence de pédagogie alternative qui privilégierait le bien-être de l'enfant, ces mauvais résultats. C'est ne plus mettre la transmission du savoir au centre. C'est ça, la base de la problématique. Et alors, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont greffées, et notamment, il y a une chose très intéressante quand même dans le rapport. Ils insistent sur le fait que les enseignants du primaire sont moins bien traités que les enseignants, par exemple, du secondaire. Et c'est vrai. Ils sont régulièrement moins bien payés, ils font plus d'heures, et on a de plus en plus de mal à attirer, effectivement, des candidats vers les concours de l'enseignement primaire. Il faut y remédier. Le gouvernement... Par la rémunération ? Alors oui, mais il y a eu des efforts énormes de fait quand même. Ils n'en sont pas forcément tous conscients, les enseignants, mais le gouvernement a fait de gros efforts depuis des années. On a quand même un budget de l'éducation nationale qui a augmenté de 2019 à 2025 quand même de 15 milliards d'euros. Alors il y a eu l'inflation, mais ramené sans inflation, c'est 4,5 milliards. C'est énorme, c'est énorme, c'est du jamais vu. Mais il faut continuer à faire des efforts, malheureusement. Ça va être compliqué en temps budgétaire. Budgétairement parlant, c'est possible ? Ça va être très compliqué. Il y a une fenêtre de tir. C'est la baisse triste, mais réelle, du nombre d'élèves. Pour le primaire, simplement, de 2017 à 2025,
c'est plus de 700 000 enfants en moins. Donc ça veut dire supprimer des postes, mais mieux payer les postes existants? Théoriquement, c'est ce qui me semble la meilleure des solutions, oui. Dernière question sur les rythmes scolaires. Olivier Paccaud, qu'est-ce que vous attendez de cette convention citoyenne lancée par Emmanuel Macron sur les temps de l'enfant et notamment sur le temps scolaire? Est-ce qu'il faut davantage allonger, étaler les jours, les rythmes scolaires pour apprendre plus facilement? Pour moi, c'est un faux débat. De toute façon, ça va se heurter au lobby du tourisme. Et puis, il y a des questions auxquelles on ne songe jamais. On est dans une société où il y a de plus en plus de divorces, par exemple. Et vous avez des enfants dont les parents ne sont plus sur le même territoire. Et lorsque on va éventuellement bouger les temps de vacances, selon les académies, ça va poser de gros problèmes pour que les enfants puissent partir en vacances avec leurs parents. On n'y pense pas, mais vous pouvez demander aux directeurs d'école ou aux enseignants, c'est un vrai problème. Et donc, plus on va raccourcir les temps de vacances, éventuellement, parce que c'est ce qui serait dans l'air du temps, et ça fait 50 ans qu'on parle de raccourcir les temps de vacances, je vous le signale. On ne l'a jamais fait, mais plus on aura des problèmes personnels qui vont se poser. D'organisation. Ah oui. Oui, moi je pense que c'est pas du tout là qu'il faut chercher le remède aux problématiques de l'école. Merci. Donc je n'attends rien de la convention de M. Macron. Oui, on avait compris. On a compris. Merci beaucoup, Alex. On se retrouve dans une demi-heure? Et oui, on verra ce qu'il y a dans la loi Duplon sur l'agriculture qui est très attendue par les agriculteurs qui manifestent. Merci, Alex. Et nous, on va continuer à parler des questions liées à l'école puisque c'est aussi l'actualité dans votre département. On va à Compiègne où on retrouve Vincent Gérard. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous, directeur du journal Oise Hebdo. On a beaucoup parlé, Vincent, de l'enseignement primaire public. Vous voulez interroger le sénateur sur l'enseignement privé et notamment les écoles privées, pas forcément confessionnelles, qui connaissent un fort développement. Oui, apparemment, donc il y a des écoles privées qui fonctionnent très très bien. Il y a des écoles pour les élèves, des écoles Montessori, il y a des écoles privées confessionnelles, sous contrat ou non. Il y a aussi par exemple des écoles comme à Compiègne Open World qui sont ouvertes sur l'étranger. Et il y a aussi des écoles qui vont dans les banlieues comme Espérance Banlieue. D'ailleurs, il tenait un colloque au Sénat il y a 15 jours. Et ces écoles, ces pédagogies, il y a aussi la pédagogie freinée, ont des résultats qui sont très satisfaisants. Est-ce que vous avez un peu étudié pourquoi ces écoles réussissaient? Est-ce que ces méthodes peuvent être étendues à l'ensemble de l'éducation nationale? Sachant que, effectivement, un des secrets de ces écoles, ce sont les faibles effectifs. Et est-ce qu'on a vu si les faibles effectifs en ZEP donnaient des résultats satisfaisant? Alors, que les faibles effectifs donnent des résultats satisfaisants, encore heureux. Donc, ils ont donné, visiblement, en zone d'éducation prioritaire, grande section CP, CE1, des résultats tout à fait corrects. Mais dès qu'on remonte les effectifs, les résultats sont moins bons. Mais pour répondre à votre question, cher Vincent Gérard, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nos enseignants, dans l'école publique ou dans l'école privée, sous contrat, ont une liberté pédagogique. Et donc, que vous alliez dans n'importe quel CP, on n'enseigne pas forcément de la même façon. Donc, moi, je fais confiance à nos enseignants qui peuvent effectivement multiplier les approches pédagogiques sur le même sujet. Ce que font les écoles Montessori ou Open World à Compiègne, qui est une très belle école, bravo. Maintenant, on peut prendre quelques exemples de ci, de là, mais ça ne me semble pas l'alpha et l'oméga de la réussite éducative. Et vraiment, n'hésitez pas à aller dans nos écoles et vous verrez que chaque enseignant a ses petites méthodes qu'il va faire varier d'une année à l'autre selon ses enfants, parce que chaque élève ou chaque classe est différente, il faut savoir s'adapter. Et je tiens, moi, à la liberté pédagogique. Ça, c'est essentiel. Et ça existe dans le système français à partir du moment où on suit le programme scolaire, quand même. Alors, parfois, il faut peut-être revoir les programmes. Hein. Voilà. Merci. Merci. Merci Vincent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Oise Hebdo, c'est un tout autre sujet, c'est un conflit de voisinage qui tourne au drame de femmes blessées à l'arme à feu. Merci beaucoup Vincent Gérard d'avoir été avec nous. On va continuer à parler de ces sujets d'école et le rapport sur les frères musulmans qui a été remis la semaine dernière. Est-ce que pour vous il y a de l'entrisme islamiste à l'école?
Il peut y en avoir, mais le rapport insiste sur le rôle notamment des écoles coraniques. Donc, il faut vraiment prendre la menace d'une volonté d'islamisation de la société. Hein, c'est ce que met en exergue ce rapport. Il faut la prendre très au sérieux. On ne peut pas vivre dans un pays où on glorifie Olympe de Gouges et de l'autre côté, faire l'autruche sur les risques, effectivement, d'une islamisation qui peut, par exemple, aboutir à rendre les femmes invisibles en développant, entre guillemets, voile et abaya un peu partout. Donc ce rapport pose le problème de façon très claire. Hein. C'est un rapport très fouillé, il n'est pas très épais, il fait à peu près 70 pages, mais je conseille aux gens qui s'intéressent à cette problématique de le lire, parce qu'il est accessible sur le net très facilement. Il met en évidence ici quelques petites solutions pour que nos compatriotes de confession musulmane ne se sentent pas stigmatisés et exclus. Je pense par exemple au développement des carrés musulmans dans les cimetières. C'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui serait un geste très important vis-à-vis de la communauté musulmane, mais je pense qu'il y a un vrai danger, effectivement, d'entrisme. Ce rapport, il a fait réagir, hein, il fait débat. Et pour Manuel Bompard, on va le réécouter, le coordinateur de la France Insoumise, Bruno Retailleau, se sert de ce rapport à des fins politiques. La lecture politique qui a été faite de ce rapport, la commande de ce rapport, les modalités de sa publication sont une opération politicienne, initiée notamment par le ministre de l'Intérieur, qui cherche à faire son beurre sur le dos des musulmans de ce pays. Et ben moi, j'ai envie de dire à M. Retailleau et à tout le monde, foutez la paix aux musulmans de ce pays qui ont juste envie de pouvoir vivre tranquillement, en paix et en liberté dans notre pays, pouvoir pratiquer leur religion tranquillement, dans le respect de la loi, comme tout le monde le fait. Qu'est-ce que vous dites de ces propos? J'aime bien l'expression le respect de la loi. Alors donc il faut que la loi soit respectée pour tout le monde et partout, par les catholiques, par les juifs, par les musulmans. Et là, il dit Bruno Retailleau fait son beurre sur le dos des musulmans. C'est pas moi, je pense surtout que LFI tente une expansion électorale sur, effectivement, un électorat musulman. On le sait très bien en banlieue, il ne faut pas se raconter d'histoire. Après, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce n'est pas lui qui a commandé le rapport, c'est son prédécesseur, Gérald Darmanin. Certains auraient mis le rapport à la poubelle ou au fond du tiroir. Il le rend public, il a raison, et il ne faut pas se voiler la face. Il y a une vraie problématique dans notre société aujourd'hui de volonté d'islamisation de la part de certains. Pas tous les musulmans, Dieu merci, mais nous vivons en République, il y a des règles très claires, des règles de laïcité, il faut qu'elles soient respectées par tous, et je vais prendre un seul exemple, la fameuse loi sur le voile à l'école de 2004, une fois qu'elle a été prise, elle a résolu les problèmes. Donc il faudra certainement aller plus loin. Vous allez peut-être me parler de monsieur Attal, mais il y a eu des propositions de loi... On va en parler. Aller plus loin, est-ce que c'est interdire le voile aux mineurs de moins de 15 ans, comme le dit Gabriel Attal? Alors, je pense que c'est pas si facile que ça. Mais avant de parler d'interdire le voile aux moins de 15 ans, il y a des problématiques de voile pour les sorties scolaires. Il y a des problématiques de voile, les maires m'en parlent, pour le périscolaire, qui ne sont pas traitées aujourd'hui. Et lorsqu'on évoquait ces problématiques, il y a quelques mois, un certain Gabriel Attal et d'autres membres de sa famille politique s'insurgeaient. Ouais. Alors aujourd'hui, lui, à contrario, il dit aussi pareil de vous. Il dit il y a 4 ans, la majorité sénatoriale votait cette mesure sur le voile et aujourd'hui, il la critique et s'y oppose. Qu'est-ce que vous dites de ça, sur l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans? Sur les moins de... Alors pourquoi pas 14, pourquoi pas 16, enfin bon voilà, le 15 ans, effectivement, la sortie je ne sais où, c'est très choquant de voir des jeunes filles voilées, parce qu'elles le sont forcément sur une volonté parentale. Après, à partir de quel âge, très honnêtement, je suis incapable de vous le dire, mais je pense qu'il faut être ferme sur le fait que la mixité sociale, la mixité sexuelle, la place de la femme et l'égalité homme-femme, ce sont des valeurs intangibles de notre République. Et le voile est une atteinte, surtout quand il est forcé, à la liberté. Un dernier mot, parce que Gabriel Attal, il fustige les Républicains dans cette interview. C'est plus un parti pro-européen, c'est un parti conservateur. La rupture est actée entre Attal et les LR? Non, je pense que Gabriel Attal sent avec crainte Bruno Retailleau monter en force et qu'il essaye un contre-feu un petit peu maladroit. À mon avis. Mais c'est parce que Bruno Retailleau donne le là. Hein. Donc en fait, cyniquement, je devrais me réjouir de cette réaction un petit peu enfantine, puérile.
de Gabriel Attal. Mais on l'aime bien, Gabriel Attal, hein. Merci Olivier Paccaud, merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le club, on reparlera de cette mobilisation, cette colère des agriculteurs. On en parle tout de suite avec notre prochain invité. C'est le secrétaire général des Républicains, Othmane Nasrou, qui nous rejoint.